Bonjour, je me présente, je suis professeur Bouabida. J'exerce au service de néonatologie et soins intensifs dans le cadre de l'enseignement préclinique de postgraduation des résidents de pédiatrie. Permettez-moi de vous présenter une démonstration sous forme de production audiovisuelle d'un acte très important en néonatologie, celui de l'exsanguinotransfusion. Donc, comme introduction, l'exsanguinotransfusion est un acte transfusionnel consistant à remplacer la plus grande partie du sang d'un malade par du sang de donneur. Ce remplacement s'effectue par échange fractionné et successif, volume à volume, permettant une stabilité du volume circulant. Quel en est-il de l'objectif? L'objectif de cet acte est de corriger rapidement une hyperbilirubinémie sanguine sévère qui par conséquent peut engendrer une encéphalopathie hyperbilirubinémique et éliminer aussi une partie des anticorps et des globules rouges recouverts d'anticorps, mais aussi des produits d'hémolyse potentiellement toxiques, particulièrement dans les incompatibilités résus, et aussi on profite pour corriger une anémie associée. Pour la préparation du matériel, en attente de la préparation qui ne doit pas durer plus de 2 heures, le nouveau-né doit être mis sous photothérapie intensive avec perfusion d'albumine et arrêt de l'alimentation par voie orale et mise en place d'une ration. Pour le choix du sang, l'échange se fait avec du sang total reconstitué. En cas de l'absence de disponibilité de sang total reconstitué, donc la reconstitution se fait au lit du malade. Donc elle se fait par 60% de culoglobulaire et 40% de plasma frais congelé. Bien sûr, il faut respecter les règles de compatibilité. En cas d'IFM Rhesus, incompatibilité photomatérielle dans le groupe Rhesus, donc c'est du sang Rhesus négatif avec plasma compatible, et compatible avec le sang du nouveau-né, et le même Rhesus que la mère. Si incompatibilité ABO, donc il faut bien sûr respecter les règles transfusionnelles. La vérification de la compatibilité se fait avec le sang du nouveau-né et le sang de la mère avec cross-match qui est un acte obligatoire. Alors pour le matériel, on va voir ce matériel-là. Le matériel, bien sûr, il faut une table de réanimation. Sinon on doit le maintenir dans une couveuse. Une table roulante, un champ stérile bleu, le champ pelable transparent, un antiseptique pour désinfecter, une grande cupule et petite cupule pour mettre l'antiseptique et bien sûr les compresses imbibées, le compresse et tampon stérile, une lame bistouri à manche, un fil chirurgical, du sparadrap, 2 transfuseurs. Matériel pour prélèvement, on a 2 seringues à 10 ml, des tubes d'analyse. On a des tubes d'analyse, tubes gélosés, tubes EDTA, tubes citratés et bouillon d'hémoculture. Un flacon de sérum salé, une ampoule de chlorure ou de gluconate de calcium. Comme vous le voyez ici, j'attire votre attention pour le tubulure, pour le robinet. Il y a les robinets à double voie. Comme il y a un robinet à double voie, celui-là, il possède une seringue vissée. Il a tendance à tourner, voilà le repère. Selon les règles, selon les aiguilles de la montre. Tantôt il se tourne vers le côté ombilical, où on doit retirer le sang qui doit être rejeté par là, par cette lumière-là. Ensuite, une autre partie. En contact avec les tubulures du sang total, on doit retirer le sang et tout cela se fait selon, comme je l'ai dit, selon l'aiguille de la montre. Alors on a 2 plateaux, comme vous le voyez ici, on a un plateau pour l'exsanguino et un plateau pour la mise en place du cathé veineux ombilical qui doit contenir 2 seringues, une aiguille hypodermique. Il doit contenir également 3 des compresses de gaz, une paire de gants. Bien sûr, vous voyez le robinet à 3 voies, et les catheters ombilicaux. Ensuite, on a le plateau numéro 2. Il doit un conteneur plastique. Il doit contenir une trousse à transfusion,
Il doit contenir un robinet à 4 voies, le voilà, un robinet à 4 voies, un cathéter ombilical, donc une réglette, je ne la vois pas ici, donc je crois qu'elle est là, elle est quelque part, une réglette donc pour servir à la mesure de la pression veineuse centrale, un champ perforé, celui-là, et un tableau de contrôle. Donc on va voir ici, donc après nettoyage, bien sûr, après lavage chirurgical des mains, donc il faut dès le départ, au préalable, arrêter de toute alimentation. Donc il faut arrêter l'alimentation. Donc on va voir ça. Donc vous voyez ici, donc le bébé il est installé sur une table chauffante avec monitoring cardio-respiratoire. Donc l'indication de l'exanguino, donc il présente un ictère sur un terrain d'incompatibilité ABO avec des chiffres élevés, avec des signes d'hémolyse clinique et biologique. Comme vous le voyez, avec une progression de la bilirubine libre à raison de 0,5 mg par kilo par heure. Donc l'indication se pose pour l'exanguino-transfusion. Donc on va arrêter donc la photothérapie. Au préalable, il était mis déjà sous photothérapie en attendant la préparation du matériel. Donc le sang doit être compatible. Donc vous voyez ici, donc le sang du bébé soit A ou B. Donc l'idéal c'est du O positif ou bien du O négatif, déplasmatisé, des leucocytés et bien sûr du sang frais. Donc le sang frais, c'est du sang moins de 8 à 10 jours. Donc avec le sang doit être dans la mesure du possible sérotypé. La quantité du sang, la quantité du sang, donc on va utiliser, bien sûr il faut un cross-match, donc du sang nouveau-né avec le sang de la mère, qui est un acte obligatoire. Comme vous le voyez ici, un robinet à double voie, donc c'est donc la quantité de sang à donner. Donc elle est calculée selon la formule de 180 à 200 ml par kilo. Chez le prématuré, c'est 240 à 270 ml par kilo. Donc généralement 2 flacons de sang suffisent. Donc le sang doit être de O négatif, déplasmatisé des leucocytés, du sang frais sérotypé. Il faut mentionner le groupage, les résus et bien sûr la sérologie, donc négatif. Et bien sûr, la date de prélèvement, le sang doit être vraiment frais. Et bien sûr, il faut on a dit donc il faut le tableau de contrôle, c'est celui-là, donc le nom, le prénom du nouveau-né, donc avec la date de prélèvement. Donc on va mesurer la mise en place, arrêt de toute l'alimentation, aspiration gastrique, arrêt la photothérapie avec monitoring cardio-respiratoire, fréquence cardio-respiratoire, saturation, immobilisation des extrémités, mise en place du sonde nasogastrique, et si anémie, donc il faut transfuser avant l'exanguino. Donc après lavage des mains, on a dit, donc ici on est en train d'aspirer l'estomac, on va vider complètement l'estomac avec monitoring cardio-respiratoire. Donc et une mise en place d'une voie IV intraveineuse pour la ration liquidienne. Donc pour le matériel de réanimation doit être préparé et déposé au lit du malade en cas d'un état de choc. Donc le matériel pour l'exanguino-transfusion doit contenir les robinets, les 2 robinets, les seringues, 5, 10 à 20 ml, un gant stérile, aussi du sérum, du sérum salé, du glyconate de calcium, et les tubes pour prélèvement, Donc après lavage des mains, installation du plateau, désinfection de la bétadine, mise en place d'un cathéter veineux ombilical, bien sûr. Après l'opérateur ou celui qui va faire l'acte, il va se mettre sa camisole, gants, habillage stérile. Donc voilà le robinet à double voie. Donc là, le robinet à 4 voies est raccordé, à 4 voies il est raccordé, la voie de haut à la tubulure qui
au sac et la voie de droite liée et raccordée à la tubulure de transfusion et la voie de gauche qui est raccordée au cathéter veineux ombilical. Donc la première opération, donc c'est l'index du robinet est mis en position 1. Le seringue et le cathéter ombilical se trouvent en communication. Donc on aspire une quantité de sang du nouveau-né. Nouveau-né ici au-delà de 2 kg, donc c'est 20 cc, 1500 à 2510 ml et moins de 1500 c'est 5 ml. Cette quantité de sang est réservée au bilan, bilirubine, formule, électrolyte, glucose, calcium, test de Coombs direct, bilan infectieux, on a la CRP, l'hémoculture, sérologie et crasse sanguine. Donc la deuxième phase de l'index du robinet est mis en position 2. On rejette le sang de la seringue à travers le tubulure de vidange. Voilà, l'index de robinet est mis en position 2. On va rejeter le sang à travers le tubulure de vidange. L'étape 3, l'index du robinet est mis en position 3. Avec la seringue, on aspire une quantité de sang totale, même volume, à transfuser. Voilà. L'étape 4, l'index du robinet est placé en position. Donc, le sang de la seringue est alors injecté à travers le cathéter. Donc on essaie de répéter cette procédure. Donc, on va répéter cette procédure au fur et à mesure qu'on va donc finaliser la quantité de sang destinée à ce nouveau-né. Il faut bien sûr remuer la poche de sang toutes les 10 à 15 minutes. Donc, pour éviter la sédimentation du sang, pour ne pas exsanguiner avec du sang anémique en fin d'exsanguinotransfusion. Donc, les échanges s'effectuent en cycle de 5 ml. Donc, 5 ml par 5 ml. Donc, et le volume d'échange pourra être augmenté si la tolérance est bonne sans dépasser les 3-4 ml par kilo. Donc, il ne faut pas oublier d'injecter de calcium qui est rarement utilisé si le bébé a une calcémie normale. Il faut bien sûr noter la quantité du sang injecté. Et les paramètres vitaux du bébé, saturation, fréquence cardiaque et respiratoire, le monitoring doit être bien sûr surveillé avec précision. Donc, à la fin de l'exsanguino, la dernière quantité de sang retirée, donc la dernière du sang retiré servira à réaliser la quantité du sang retiré, la dernière quantité servira à réaliser les bilans, bilirubine. Donc à la fin de l'exsanguinotransfusion, les quelques cc restants doivent servir pour réaliser les bilans. On a la bilirubine, formule, électrolyte, glucose, calcium, bien sûr un test de Coombs, un bilan infectieux qui va comprendre CRP, hémoculture et sérologie virale et crasse sanguine. Donc la durée de l'exsanguino de volume échangé 90 à 120 minutes. Donc bien sûr il faut remplir le registre. Donc il faut remplir le registre de l'exsanguinotransfusion. Donc après l'exsanguinotransfusion, il faut un monitoring des signes vitaux pendant au moins 4 à 6 heures. Reprise de l'alimentation après 4 heures avec prudence. Surveillance de la glycémie toutes les 2 à 4 heures pendant 24 heures. Surveillance du taux de calcium et des plaquettes jusqu'après l'exsanguinotransfusion. Répéter les mesures de l'hémoglobine et l'hématocrite et de la bilirubine 4 heures après l'exsanguino, puisque cliniquement elle est bien sûr indiquée. Donc cette exsanguinotransfusion, c'est un geste qui n'est pas dépourvu de complications. On a les complications cardio-respiratoires à type de troubles hémodynamiques, voire des hypotensions, arrêt cardiaque, vasculaire, on a le risque d'embolisation, de thrombose et vasospasme. Métabolique, si le sang n'est pas frais, ici on va retirer le cathéter ombilical en fin d'exsanguinotransfusion avec bien sûr un point de suture pour éviter le saignement. Comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'exsanguinotransfusion se voit rare vu la diminution de la maladie hémolytique par incompatibilité Rhesus, vu qu'il y a une prise en charge anténatale, de ces formes sévères, et vu le développement et l'avènement de la photothérapie intensive, qui a mis fin presque aux indications qui se voient rares de l'exsanguinotransfusion.
Les transfusion exposent donc à de nombreuses complications graves cardio-respiratoires, vasculaires, métaboliques, hématologiques, infectieuses. Donc, d'où l'intérêt donc, de maîtriser cette technique et bien sûr respect des conditions d'asepsie. Donc, ces conditions, seules ces conditions permettront la réussite donc, de cette technique. Et je vous remercie et bon courage.